Alors, messieurs, permettez-moi de vous présenter un projet modeste concernant l'éducation et qui attaque le renforcement du système de riposte à l'abandon scolaire des mineurs en Tunisie. D'après des études faites par le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, ils ont déclaré que plus que 112 000 jeunes ont abandonné l'école volontairement au cours de l'année 2011-2012. Alors, les résultats de son enquête de terrain, intitulée Déscolarisation, phénomène et causes. Donc, j'ai donné un peu un graphique, un histogramme plutôt, qui donne la moyenne au niveau primaire, qui est aux environs de 8,76% au niveau primaire. La moyenne au niveau collège, elle est autour de 43%, et la moyenne au niveau secondaire, elle est autour de 47%. Alors, l'abandon scolaire, c'est un fléau public qui est en connexion avec d'autres problématiques dans la société qui peuvent être un résultat ou une cause, telle que par exemple la toxicomanie des mineurs, qui va dans les deux sens, la violence entre les mineurs, l'employabilité des mineurs, le trafic des organes, la polarisation par des sectes de terrorisme. Alors, notre problématique, c'est comment peut-on riposter l'abandon volontaire de l'école ou le décrochage scolaire des mineurs en Tunisie? C'est notre question. Alors, on a remarqué qu'il y a des facteurs familiales, des facteurs qui concernent le milieu scolaire, des facteurs de sexe, des facteurs d'état de santé et des facteurs d'environnement économique et social. Et ceci en se basant toujours sur l'étude faite par le FTDS et par l'OCDE au niveau mondial. Alors les causes, j'ai essayé de les mettre sous un forme d'un graphique. Donc on a remarqué qu'il y a des causes profondes qui engendrent après des causes à chaque fois plus explicites, jusqu'à ce qu'on, par exemple, on a la pauvreté qui est marquante en Tunisie dans des régions défavorisées, manque en besoin, qui donne l'état de santé physique ou mental qui n'est pas pris en charge, les problèmes familiaux aussi donnent le non-suivi par les parents. Par exemple, pour la société, manque de partenariat, manque d'infrastructures de base, qui donne aussi l'insuffisance d'absence d'activité extrascolaire, et puis c'est ce qui décourage par rapport à l'environnement scolaire. Alors maintenant, c'est quelles recommandations je pourrais peut-être présenter, quelle politique adopter en riposte à l'abandon scolaire et à la mise en œuvre par un système efficace. Alors il y a deux axes de stratégie. La première, c'est renforcer le cadre légal par des réformes efficaces, et le deuxième, c'est la mise en œuvre d'un système de prévention et de prise en charge des cas d'abandon scolaire. Donc si je reviens au renforcement de cadre légal par des réformes efficaces, le concept d'une école publique gratuite et obligatoire doit être gardé, avec aucune discrimination ni surtout entre les régions, rurales ou urbaines. La création d'une structure supérieure indépendante qui concerne, qui est une sorte de coalition entre la famille de l'éducation, de l'enseignement, des associations, de la société civile, des syndicats, des institutions gouvernementales. Alors, il faut investir aussi dans les programmes d'aide sociale et économique. J'ai vu un exemple comme en Amérique latine, donc il essaye de mettre en place un système d'assistance sociale par rapport aux familles pauvres pour les aider, pour pouvoir diminuer le décrochage. Un système chargé d'augmenter la conscience des parents, aussi dans le cadre de l'assistance sociale, et ceci peut être fait par des associations de la société civile. Renforcer les capacités du cadre pédagogique d'enseignants en plus de leurs capacités techniques, c'est-à-dire il faut essayer de mettre en place un système qui aide les enseignants à être bien dans leur milieu scolaire aussi, pour pouvoir aider les enfants qui sont à risque d'abandonner l'école.
Alors, et à la fin, c'est mettre en place des cellules d'écoute qui peuvent cerner les cas les plus risqués, qui peuvent les détecter surtout, et puis peut-être les aider dans un premier temps. Alors, la mise en œuvre d'un système de prévention de la prise en charge des cas d'abandon scolaire, c'est mettre en place un programme de prévention du développement social qui fournit une assistance conseil de la famille d'encadrement pour les élèves à risque. Les transitions entre les niveaux scolaires doivent être soutenues, c'est-à-dire le passage d'un niveau à un autre doit être pris en charge, c'est-à-dire s'il y a des élèves à risque, il faut les aider à préparer les examens et ainsi de suite, par des monitorings ou des tutorats ou des cours extrascolaires, mais dans l'école elle-même. L'assistance des enfants qui ont été amenés à abandonner l'école, et ceci surtout si les enfants sont dans une situation non seulement d'abandon, mais aussi de problèmes, autres problèmes, c'est-à-dire qui sont délinquants ou qui ont des problèmes de toxicomanie, ou bien ils sont, pour les filles, c'est qui deviennent des prostituées, donc il faut les prendre en charge directement. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Patrick. Bien, merci pour cette présentation claire. J'ai d'abord des questions à poser parce que j'ai pas compris cette création de structure supérieure indépendante. J'ai pas compris la notion. C'est quoi? Oui. Alors ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une sorte de coalition entre tous les structure. Oui. Enfin, c'est une coalition plus exactement. J'ai pas trouvé comment pour mettre tout le monde, pour que tout le monde soit sensibilisé. Et donc cette structure, elle peut proposer des solutions, elle peut les réformer, elle peut plaider au gouvernement de les pousser à les prendre en charge. Et elle peut aussi passer à une action sur le terrain pour aider les familles, pour aider les élèves en difficulté. D'accord. Vous avez essayé d'analyser donc la problématique en présentant des chiffres. Oui. J'aurais quand même aimé, dans l'argumentaire du choix du sujet et de son introduction dans le cadre d'une politique publique, écouter la notion de droit, puisque l'éducation est un droit. Oui, c'est un droit, et en plus elle est donc, ajouter que ceux qui sont dehors, c'est-à-dire ces 112 000, donc, sont privés de leurs droits, etc., aurait été quelque chose d'assez intéressant. Après, il ne faut jamais faire en sorte comme si rien n'existe. Par exemple, peut-être que vous n'avez pas le temps, mais les cellules d'écoute, l'aide sociale en milieu scolaire, tous ces programmes existent. Tout ce que vous avez mis existe déjà. Mais il est... C'est autre chose, oui. Mais tel que vous le présentez, c'est comme si ça n'existe pas. Donc, il faut toujours partir de ce qui existe, le critiquer, c'est-à-dire dire qu'il a montré des limites, etc., etc., et après proposer des innovations. Alors, si donc le programme national d'aide sociale en milieu scolaire n'a pas marché, dites voilà, etc., et impliquez d'autres partenaires. Bon, je sais que ça existe, même je l'ai vu dans des études, sauf que je pense qu'ils sont en stand-by. Dans des milieux ruraux, c'est pas possible de les appliquer. Apparemment, donc il faut essayer de retrouver des méthodes pour pouvoir faire l'application directe. C'est ça ce que je suis en train de voir. Que ça soit... Alors pour la première question qui concerne ce que vous avez demandé. Non, j'ai dit que ça aurait été bien d'insister quand vous présentez le sujet, de le mettre dans le cadre donc d'une approche droite, ça donne un peu plus de consistance à la... Oui, je l'ai mis dans la policy brief, que c'est l'article 39 de notre nouvelle constitution en 2014, et que ça concerne l'éducation, et surtout que les élèves doivent avoir accès à l'école jusqu'à l'âge de 16 ans. Excellent. Célis. Je passerai le mot à Sissemir.
Bon, moi, le sujet est très intéressant, pertinent, le choix du sujet. Bon, dans le titre, peut-être, je pense ajouter mineur, Z, puisque nécessairement, s'ils ne sont pas majeurs, ça va de soi que s'ils sont dans le milieu scolaire, en plus, l'âge légal c'est 16 ans, donc on est sur cette catégorie-là. Juste bon, c'est un petit détail. Bon, deuxième élément, peut-être, c'est très bien ce que vous avez fait, mais il manque un peu, qui est normal, dimension droit, mais il manque cette dimension équité aussi. Le décrochage scolaire, c'est un problème national, mais il n'a pas les mêmes conséquences, la même consistance dans les milieux urbains et les milieux au sein même des milieux urbains, entre certains quartiers. Ouais. Il y a cette dimension qui traverse un peu la problématique, peut-être aurait encore plus apporté d'argumentaires pertinents pour votre analyse. Oui. Bon, j'en ai discuté un tout petit peu dans le policier brief, mais ça, mais je pense que c'était un bon nombre d'attaques pour vraiment convaincre un peu, parce que là, dit Mme Serge que cette policier brief, c'est un élément de plaidoyer qui va convaincre les décideurs, donc c'est un problème crucial. Voilà, c'est un peu ce que j'ai dit. Juste une petite remarque, parce que lors de nos discussions, il y avait beaucoup de passion dans ton travail et ta façon d'appréhender la problématique. Je n'ai pas senti la même passion pendant la présentation. Je ne sais pas pourquoi. C'était juste une petite remarque. D'accord ? Le stress. C'est le stress. Le stress, la fatigue. Surtout que ce n'est pas un problème académique, c'est un problème plutôt pratique. Non, très pratique, mais très pratique. Et aussi... Et aussi, j'ai remarqué, j'ai remarqué, enfin, l'abandon scolaire en lui-même, c'est quelque chose qui date depuis longtemps. Et il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur ce travail. Donc, j'ai essayé par tous les moyens de voir comment je peux attirer le plus par rapport à ce que je dois présenter. C'est un... Mais aussi, à part le chiffre des 112 000, ou je ne sais pas, c'est un chiffre frappant, mais aussi peut-être, est-ce qu'il n'y a pas un autre chiffre, le manque à gagner, vis-à-vis pour la société, vis-à-vis de ces jeunes, parce que c'est un nombre qui est très important. Un autre nombre. Il n'y a pas spécialement, mais vu les données, on peut calculer, on peut prévoir. Juste l'étude statistique en 2014 du FTDES, ça a été fait en 2014, donc il y a plein de données, mais sauf que je n'avais pas le temps de faire vraiment une régression pour voir ce qu'il y a exactement. Mais ça, je peux le faire pour l'évaluation. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Le 10e. Des écoles préparatoires et le devenir des professeurs agrégés au sein de ces instituts. Donc je vais commencer par donner une problématique. Ensuite, je vais exposer la situation des professeurs agrégés dans les écoles préparatoires. Donner les impacts ou les effets attendus, avant de faire une analyse rapide de la situation, et je terminerai par des recommandations. La formation dans les classes des instituts préparatoires aux études d'ingénieurs a été mise en place en Tunisie dans les années 90. Donc aujourd'hui, il existe en Tunisie 10 établissements publics. 15 055 étudiants dans le secteur public et 1651 dans le secteur privé. Selon le statut des personnels de l'enseignement, ce sont seulement normalement les agrégés qui sont destinés à l'enseignement dans les classes préparatoires. Ce qui se passe aujourd'hui, on a une augmentation considérable des effectifs d'étudiants, donc ce facteur il a été multiplié par 10 au cours de ces dernières années. Par contre, on a un manque et une évolution lente du nombre d'enseignants agrégés. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'État était amené à combler ce déficit par recours à des enseignants universitaires dans les classes préparatoires.
Donc normalement, un enseignant universitaire, il est destiné à ne pas enseigner dans les classes préparatoires. Donc l'État, il investit et il continue à investir hein, jusqu'aujourd'hui. En 2013, en fait, il y a eu une prépa à Conway. Donc, il continue à investir. Par contre, le corps enseignant, ceux qui vont donc enseigner dans les écoles préparatoires, donc on a vraiment un grand déficit. Donc, devant une telle situation, donc on remarque bien donc, une contradiction et un déséquilibre dans notre système éducatif. Donc, suite à ça, on a des effets sur la formation des étudiants, des effets sur le marché du travail et augmentation des coûts de création. Donc, si je reviens un peu en arrière et on va faire une analyse rapide de la situation. En se basant sur certains chiffres, je montre là la première figure ou le premier graphe, le nombre d'enseignants agrégés en comparaison avec d'autres pays. On voit que le nombre d'enseignants agrégés dans toutes les spécialités, 432 en Tunisie, en comparaison avec le Maroc 1900 et donc 3476 en France. 432 dans 144 dans les sciences fondamentales, maths, physique, chimie. D'accord, seulement 144 sur toute la Tunisie. J'ai essayé aussi de faire une étude comparative dans le temps. J'ai pris l'exemple de l'Institut préparatoire aux études du Manab, là où je travaille. En 2005, on a seulement 17 agrégés pour 37 universitaires. En 2014, le nombre d'agrégés est de 25, par contre, une augmentation donc remarquable pour les universitaires qui est de 95. Toutes ces constatations nous poussent donc à faire appel, donc à apprendre, donc à expliquer, essayer d'expliquer pourquoi donc ce désintérêt des agrégés donc pour les écoles préparatoires. En fait, la loi a été créée en 1900, le décret-loi pour les agrégés, le statut des agrégés dans l'enseignement donc supérieur, 1990. Depuis 1990, donc rien n'a changé. Le système de rémunération qui ne tient pas compte de la différence dans la promotion du passage de grade scientifique et administratif d'une part. Donc, en fait, les enseignants, il y a dans l'ancienneté, dans le grade professeur principal hors classe, et réussissent par exemple l'agrégation, donc ils ont un salaire réduit. Donc ça, c'est donc une des raisons. La réduction de l'horaire, l'enseignement supérieur, il fait 15 heures. Normalement, agrégé, il fait l'enseignement supérieur 12 heures. Cet horaire-là, il n'est pas respecté par l'administration. La question des heures de travail sup aussi, d'accord, donc imposée d'une façon, j'ai dit, arbitraire par les administrations, et surtout plusieurs agrégés. Ou normalement des agrégés, ils sont destinés donc à enseigner, fait des classes préparatoires, thèse, donc ils font la thèse, d'accord, et ils atteignent l'enseignement supérieur. Donc, suite à ces constatations, on est amené donc à prendre, à penser, à réfléchir à certaines mesures. Il faudrait donc commencer par un nouveau cadre réglementaire. Donc, il faut aussi penser à des visites des différents instituts préparatoires de la Tunisie et organisation des débats de sensibilisation avec les conseils d'établissement des syndicats. Tenue de séminaires et de réunions thématiques sur le fonctionnement de l'enseignement dans les instituts préparatoires pour examiner l'état actuel, les nouveaux objectifs et les expériences internationales en présence d'experts nationaux et internationaux, mobilisation de tous les instituts dans une démarche participative pour effectuer séparément une évaluation interne de chaque institut et organisation d'une rencontre à l'échelle nationale donc qui a pour objectif de présenter la synthèse des activités, d'élargir, diversifier la qualité des intervenants. Les intervenants et humains, en particulier les acteurs socio-économiques,
les directeurs généraux des ministères, les conseillers de l'UTCA, le collègue, par exemple, les représentants des étudiants, l'UGEC, les GTE, des représentants de quelques universités privées, donc des experts tunisiens à l'étranger et des représentants des ministres de l'Éducation et du Travail. Donc, si je dois conclure, que doit-on retenir des réflexions proposées dans cette étude? En premier lieu, nécessité de revoir la politique dans les classes préparatoires, revoir la formation des agrégés. Allez, la formation des agrégés, parce que par exemple, l'exemple de la chimie, normalement un agrégé physique, il doit enseigner la physique et la chimie. Et bien malheureusement en Tunisie, un agrégé physique enseigne que de la physique. Il n'y a pas des agrégés en chimie. Donc, mise à jour de la réglementation du cadre juridique et ouvrir des espaces d'action et de développement individuel et collectif faisant l'objet d'une prise en charge collective. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup, Latif. C'est Alice. La structure, vous avez essayé de suivre la structure, présenter le problème et définir le manque et les besoins et éventuellement donner des recommandations. Vous étiez même parti dans des recommandations très pratiques, genre le séminaire, l'organisation des séminaires qui sont... Mais on appelle ça on appelle ça plutôt des consultations. Des consultations. Le séminaire, c'est un mécanisme de consultation. Vous avez élaboré, vous avez présenté les différentes parties prenantes. Vous vous êtes focalisé sur les classes préparatoires, donc les cycles d'ingénieurs. Et qu'est-ce qu'ils ont, les autres étudiants? C'est pas des futurs élites? Les autres ingénieurs, pardon, Les autres étudiants qui ne sont pas des LMD, ingénieurs. voilà, c'est une autre réforme. D'accord. Donc, il fallait préciser éventuellement pourquoi les ingénieurs, donc c'est pas le même système, justement. Parce que, justement, c'est le genre de pourquoi les ingénieurs. Oui, parce que c'est vraiment spécifique. Exactement. C'est un corps d'enseignant. Donc voilà, il faut spécifier pourquoi c'est spécifique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sinon, vous aurez des réponses comme ça, de genre pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont de plus ces gens pour les spécifier aux autres. D'accord. Mais sinon, je retrouve ce qu'on a fait durant les 4 jours. Merci Célis. Moi je trouve que, juste pour l'information de tout le monde, peut-être que je suis un tout petit peu plus proche de la scène de l'enseignement supérieur, effectivement on a créé 2 corps d'enseignants en Tunisie, les agrégés et les technologues. Et les 2 ont été ratés. Le fiasco. Et c'était le grand fiasco. C'est-à-dire que voilà, c'était de très bonnes intentions. C'était effectivement pour dynamiser et lancer convenablement les écoles de prépa, les instituts de prépa, parce que c'est effectivement le socle de préparation pour l'ingénierie, et nous avons besoin de plus d'ingénieurs, et qui soient bons bien sûr. Et la deuxième chose, c'est les IZ, comme vous le savez très bien. C'est un instrument de formation fort, utile, distribué sur tous les gouvernorats de la Tunisie, et qui peuvent même jouer le rôle d'un moteur de développement socio-économique. Eh bien, les technologues, ça n'a pas non plus fonctionné. Et on trouve quasiment le même comportement de ces 2 corps de métiers qui bifurquent, ou bien qui fuient quasiment leur carrière et reviennent vers la carrière académique, qui montre que nous avons 2 politiques qui n'ont pas du tout marché. Et je suis très content que Latif s'est attaqué à ce problème-là. C'est après de bonnes discussions. Je suis content qu'elle a quelque part réagi positivement à ces discussions.
et je trouve qu'elle s'est rattrapée d'une façon très courageuse. Je salue ça, et je pense qu'elle devrait continuer sur ce chemin-là, non pas peut-être seulement pour les agrégés et même pour les technologues, parce qu'il y a des similarités J'ai quand même une remarque vis-à-vis des politiques ou bien des solutions que tu as préconisées. J'aurais aimé voir, mais je sais, le temps, etc., vous avez parlé de concertation, ceci, cela. J'aurais aimé voir beaucoup plus une attaque frontale vis-à-vis du texte lui-même et essayer de l'éplucher pour voir qu'est-ce qui lui manque, qui a fait que... Le statut, le statut, les textes, etc. Parce que le mal est là-dedans. Tout le monde connaît le problème, les résultats sont poignants, et par conséquent, il faut aller attaquer le problème là où il est. D'accord? Merci beaucoup. Ok, merci à vous. Sarah. Moi, de vous présenter le projet de politique publique en matière de santé concernant le renforcement du système de prévention, de prise en charge et de la surveillance épidémiologique des maladies émergentes et réémergentes en Tunisie dans le cas de maladies à Ebola. Le 23 mars dernier, une flambée épidémique à maladie Ebola en Guinée a été déclarée. L'évolution a été tellement rapide que le 8 août, l'OMS déclare une épidémie mondiale avec une urgence de santé publique à l'échelle internationale. Le virus détecté était un virus très redoutable. Le nombre de cas doublait chaque 21 jours, ce qui était énorme, et un cas sur deux atteint mourait. Des enjeux sociaux et économiques très importants au niveau international ont été à considérer. Dans le cas de la Tunisie, une commission technique a été mise au point. Est-ce que c'est suffisant devant ce fléau? Faut-il passer à un niveau supérieur et prévoir un plan d'action plus rigoureux afin d'augmenter le niveau de vigilance qui était, à mon sens, nécessaire? Ceci nous a amené à mettre un plan afin de renforcer le système de prévention, de prise en charge et de la surveillance épidémiologique. Dans ce cas-là, pour la maladie à Ebola, et pourquoi pas d'une façon générale pour les maladies émergentes et réémergentes en Tunisie, qui est un axe stratégique très important dans ce sens-là, et notamment on entend chaque jour parler d'un nouveau virus qui circule de par le monde, tel que par exemple la grippe saisonnière qui change, etc., de souche, les coronavirus, etc. Donc un plan global pour gérer ces situations-là était, à mon sens, nécessaire. Les objectifs de ce plan, d'abord l'analyse de la situation épidémiologique actuelle dans le monde, en quelques chiffres, l'identification des priorités stratégiques à choisir, et ensuite passer aux mécanismes de renforcement, de prévention, de prise en charge, et enfin un système d'évaluation et de surveillance. Analyse de la situation épidémiologique. Donc comme je venais de le dire, une incidence cumulée, le virus il a attaqué au niveau surtout de l'Afrique de l'Ouest, avec bien sûr le point de départ a été la Guinée, ensuite les cas ont été un peu éparpillés dans les pays voisins. Le nombre cumulé de cas de décès officiellement déclarés par l'OMS était à peu près de 5 843 cas, avec 2803 décès, 337 agents de la santé infectés, dont parmi eux 181 décès, donc à peu près 50%, la moitié. Dans ce cas-là, je me suis intéressée à deux pays qui étaient concernés par cette épidémie. Le premier pays était la Guinée. La Guinée, c'est le premier pays touché. Donc, des cas ont été confirmés tardivement. Les prélèvements ont été envoyés dans un autre pays, n'ont pas été traités sur place. On s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas une structure sanitaire bien établie.
un manque de personnel qualifié d'experts, devant la panique, ils ont oublié de sensibiliser les personnes, la population pour des mesures d'hygiène particulières. Malgré une collaboration entre l'OMS, le CDC d'Atlanta, etc., et les foyers voisins, l'épidémie a été mal maîtrisée. Le Nigeria, de son côté, qui était atteint après la Guinée, donc il était un peu préparé, il a établi un diagnostic rapide de 100% des cas. Ils ont pu suivre un peu les contacts des personnes. Il avait déjà des structures telles qu'un laboratoire hyper équipé de type P4 donc pour ce genre de virus. Les prélèvements ils ont été diagnostiqués sur place. Donc une campagne d'information très importante a été mise en place et ils ont essayé d'impliquer toute la population et bien sûr ils ont insisté sur le dépistage portuaire au niveau des frontières, etc. Les résultats, la Guinée, 1760 cas, 1054 décès, et un taux de létalité, donc de fatalité de ce virus, est estimé à 70%. Pour le Nigeria, 19 cas seulement ont été confirmés, 7 décès, 12 survécus, puisqu'ils ont été traités rapidement et une prise en charge rapide. Le taux de létalité, 40%. L'épidémie a été vaincue en 42 jours exactement. Donc c'est le double de la période d'incubation de ce virus. Ceci donc nous amène à déjà choisir entre ces deux modèles de stratégie. Ce qui nous amène à adopter le modèle nigérien sur 3 étapes pour permettre de mettre au point un système d'épidémie des maladies transmissibles émergentes et réémergentes. Donc, sur 3 niveaux. Actuellement, il faut insister sur le renforcement de la prévention, tel que déjà ce qui a été fait en Tunisie, telles que les mesures d'hygiène, utiliser des solutions hydroalcooliques, un dépistage portuaire, mais il faut vraiment que ce soit bien fait et non juste des notes, etc. Et il faut renforcer la prise en charge en essayant de mettre en quarantaine les personnes, non de les hospitaliser dans les mêmes structures que les autres malades, essayer de faire des campagnes de communication, à l'image de ce qui a été fait au Nigeria. À moyen terme, pourquoi pas ne pas penser à faire un laboratoire de type P4, qu'on n'a pas en Tunisie ce genre de laboratoire, hyper sophistiqué, et penser à faire une cellule de crise composée par plusieurs intervenants, des épidémiologistes, des cliniciens, des biologistes, et même faire participer la population, des représentants de la population, pour qu'ils soient les messagers au sein de leur communauté. À long terme, il faudra renforcer l'infrastructure sanitaire existante par un pôle dédié exclusivement à l'infectiologie, avec des caractéristiques compatibles avec le caractère particulier de ces maladies, qui ont une prise en charge particulière. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. C'est Samir. Bon, juste peut-être, je peux bien faire des remarques. Au niveau du titre, voilà, vous parlez de maladies émergentes et réémergentes. Et après, le cas de l'Ebola. L'Ebola, ce n'est pas une maladie réémergente, est-ce que tu saches? C'est une maladie réémergente. Des épidémies qui ont été... non, c'est pas le... Elle n'est pas en Tunisie. C'est plutôt une maladie qui est caractéristique de l'Afrique. Donc il y a plusieurs
épidémies qui ont été rapportées pendant ces dernières années. Par exemple, à mon sens, dans les années 70, il y avait une épidémie. Dans les années 2000, je voulais dire, d'accord, bon, vous avez donné des explications, mais dans mon esprit, ma compréhension, les maladies émergentes, c'est des anciennes maladies qu'on a pensé mais où ils ont des stratégies. Donc peut-être, vous aurez dû directement focuser sur l'Ebola, bon, c'est pas un problème. Bon, mais plus disons, consistant que cela, vous avez pris deux cas comparatifs pour montrer aux décideurs, en face, on doit être opérationnel et pratique. Vous lui avez pris deux exemples de pays. Donc l'un qui n'a pas réussi et l'autre qui a réussi. Mais bon, le contexte, est-ce qu'il n'y a pas d'autres... Les deux pays sont... C'est souvent quand on prend deux comparaisons, on diversifie. On aurait pu prendre un pays développé, ou un pays في آسيا ou ça aurait été... Laissez-moi finir, on va peut-être vous... Donc, le spectre va être... Ces pays, même si un a réussi l'autre, il y a tellement des facteurs communs qu'on ne sait plus pourquoi l'un a réussi et pourquoi. Donc déceler un peu ces éléments-là devient un peu difficile. Et la troisième remarque, bon, je m'arrêterai là pour laisser le temps aux collègues de faire venir, c'est que bon, les mesures de moyen terme, vous avez parlé de mettre en place une cellule de crise. Oui, par définition, une cellule de crise, c'est quelque chose d'immédiat. On ne va pas penser mettre une cellule de crise dans 5 ans pour un problème qui... si vraiment il y a un problème d'urgence, la cellule de crise, par définition, ça ne peut être qu'une mesure d'urgence de très court terme et actuelle. Donc elle ne peut pas être dans la catégorie des mesures à moyen terme. Je réponds. Si vous avez un ou deux à dire. Alors, pour le cas de pourquoi j'ai choisi la Guinée et effectivement, c'est parce que ces deux, en partant sur une même base, et que presque c'est la même chose, la Guinée ou le Nigeria, je ne vois pas de différence, on obtient deux résultats qui sont différents. Je pense que là est toute la problématique. Parce que c'est vrai, en regardant, ce sont deux pays de l'Afrique, mais non, ils n'avaient pas les mêmes moyens, et on le voit bien. Le Nigeria avait quand même des structures sanitaires assez convenables, disons. Avoir un laboratoire de type P4, c'est pas donné. Pouvoir détecter, il y a des choses que j'ai pas mises là, mais pouvoir détecter les contacts qui ont été avec les malades par un système GPS non plus. La Guinée n'avait pas ça. Quoi d'autre? C'était les moyens financiers qui ont été mis. Et c'est ça, mon souci, c'est ça. Était très important. Non, votre conclusion, ce sera ramène ça à des moyens financiers. Vous dites, si le Nigeria a réussi, c'est parce qu'il est plus riche. Donc vous dites aux décideurs, l'Ebola, 100 milliards, non, mais il y a des raccourcis, des raisonnements intuitifs. Si vous prenez je ne l'ai pas dit maintenant, effectivement. C'est pour ça que j'ai mis 3 phases. C'est pour ça que j'ai mis 3 phases. Maintenant, c'est pas ce que j'ai demandé. Je n'ai pas demandé de l'argent. J'ai demandé à faire des mesures préventives qui pourraient, et rapides surtout, qui pourraient nous éviter tout ça. Le diagnostic, quand on le lit, deux pays qui font donc c'est un peu une façon de simplifier. On ramène les problèmes de santé, d'éducation, de développement humain à des questions de moyens. Mais il n'y a pas que ça. J'ai parlé comment ils ont communiqué, comment ils ont fait impliquer tout le monde, comment ils ont fait passer... Sur la base de ce que vous avez présenté, tout ça est peut-être... Moi, je comprends ce que Samir est en train de dire. Bon. C'est-à-dire que les deux pays modèles, si tu veux, ou l'illustration que tu as utilisée, laissent comprendre que l'un des pays a pu surmonter la difficulté parce qu'il avait de l'argent. C'est la façon dont la chose a été présentée. Vous auriez dû peut-être décortiquer un tout petit peu plus pourquoi effectivement la Guinée n'a pas réussi et que le Nigeria a réussi. Donc, ne serait-ce que peut-être sur le plan, je ne sais pas, vous êtes du domaine et vous connaissez peut-être quels sont
les éléments clés qui font qu'on a un système sanitaire fonctionnel et un autre qui n'est pas. Peut-être que la Guinée n'a même pas vraiment le soubassement nécessaire pour un système sanitaire, déjà. D'accord? Et à mon avis, c'est ce que j'ai entendu, moi, des spécialistes du CDC, etc., que c'est une question de prise en charge et d'un système sanitaire fonctionnel. C'est ça l'Ebola. Ce n'est pas des sérums, ce n'est pas quoi que ce soit. Exactement ce que. Voilà. Donc, ce que Sisamel dit que la façon, ça a été fait un tout petit peu plus à la va-vite, et que vous-même, vous comprenez peut-être les soubassements de cette dynamique, mais vous ne l'avez pas dit. Donc, on laisse entendre, c'est comme si vous avez laissé entendre que c'est une question seulement de moyens, d'argent. Alors que, à mon avis, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ce que vous avez voulu dire. Mais c'était quand même un point... Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça, mais ce n'est pas tout. Non, parce que, à mon sens, puisque j'ai mis que actuellement, ce qu'on doit faire, c'est renforcer la prévention. Ce qui dit renforcer la prévention, ça veut dire l'hygiène, ça veut dire suivre les contacts. Et ça ne demande pas d'argent. Moi, je dirais plutôt une collaboration et une bonne collaboration pour arriver à détecter tel cas-là, à suivre tel cas-là. Ça ne demande pas d'argent. Des petites informations diffusées en télé ou en radio, ça ne demande pas. On passe mais en deuxième terme et en troisième terme, pour mettre un système, ce que j'ai appelé un système épidémiologique des maladies transmissibles, etc., là, oui. Voilà, ça allait être ça ma question. En fait, l'Ebola vient là pour seulement illustrer, un exemple. voilà, pour illustrer peut-être le niveau de préparation de notre système sanitaire vis-à-vis de ce genre de choc et de crise. Donc, j'aurais aimé voir un tout petit peu plus comment que ces idées-là, et en les rajoutant à l'infrastructure déjà existante, que ce que vous recommandez va nous mettre à niveau par rapport à d'autres pays, comme le dit Sissamir, développés, je ne sais pas moi, la France ou la Belgique ou autre, qui rendrait la Tunisie quelque part plus amène de contrecarrer ce genre de situation. Elle dit personnellement, j'aurais aimé voir un tout petit peu de ça. Comme illustration du niveau de préparation de notre système sanitaire. D'accord? Mais sinon, c'est bon. Je ne vais pas vous passer la parole. Voilà, tu veux bien avoir... Si. C'est pas une question ce n'est ni une question de défense, ni une question de... Non. Parce que j'ai l'impression qu'on a écouté la même chose, mais qu'on n'a pas compris la même chose. D'accord, vas-y. Justement. Bon, il y a quelques remarques. Déjà, il n'y a pas eu d'une analyse des acteurs. Ça, dans l'analyse, il manquait d'analyser les acteurs éventuellement, d'un côté. Et d'un autre côté, on va dire que l'analyse comparatiste, justement, tel que le tableau ici, c'est... je ne vois pas l'implication financière. C'est pour ça que je dis on a regardé la même chose, mais on ne l'a pas compris de la même manière. Je ne vois pas l'implication financière, de ma part. Je l'ai mis pour le Nigeria en... Oui, 6e. justement. Comment dire, conclure à une différence de moyens pour faire face à l'Ebola ou à toute maladie émergente ou réémergente, que c'est une... Je n'avais pas compris la chose de la même manière. Donc il va y avoir des préventions, des prises en charge et d'évaluation du système. Donc maintenant, en Tunisie, c'est clair que, comme a dit Jalel, c'est une illustration, le cas de l'Ebola, c'est clair, d'un côté, mais d'un autre côté,
je crois que maintenant on est affronté à l'Ebola. Il y a eu déjà une rumeur, et comme dit le proverbe tunisien, il y a eu une rumeur qui dit qu'il y avait une personne, il y avait un cas, on dit qu'il est un cas d'Ebola qui s'était échappé de l'hôpital militaire. Donc éventuellement l'illustration pourrait devenir une réalité sur le terrain, donc une urgence sur le terrain, qui va peut-être éventuellement se former et se formaliser en tant que justement si la prise en charge sera réussie, ça pourrait faire un truc pilote pour le reste des maladies. Après, juste par rapport à la question des moyens financiers, quand on parle de santé, c'est clair que les moyens financiers sont très importants, donc ça nécessite une budgétisation quasiment exhaustive. Mais d'un autre côté, je ne crois pas que ce soit rien que le tableau que je suis en train de voir ici n'est pas un truc de financement, tout simplement. C'est fait, il y a une remarque. C'est Bien juste, qu'on a passé beaucoup plus de temps qu'il n'en faut. mais très rapidement, le coût économique d'Ebola, parce que par exemple au Sierra Leone, donc c'est l'économie qui s'est arrêtée, c'est les écoles qui sont arrêtées, c'est donc les transports qui sont arrêtés, c'est tout, il y a tout un coût. Et donc investir, même pour du matériel lourd, peut être compensé quand on sait qu'est-ce que peut faire donc Ebola dans un pays. Et le positionnement stratégique, c'est-à-dire par rapport à l'attitude préventive, agir de manière préventive, aurait été également intéressant de dire qu'on prend un positionnement stratégique. Et l'analyse institutionnelle, dans l'analyse, j'aurais aimé voir aussi l'analyse institutionnelle, de la performance institutionnelle actuelle, c'est-à-dire, donc, compte tenu de cette analyse-là, nous, on propose donc, de faire plus ou autre chose. Je l'ai mis sur le... Très bien. Ok, excellent. J'ai rapporté le cas de la Tunisie et que j'ai essayé de montrer que, par contre, il faut se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres. À n'importe quel moment, j'y vais être contaminé et ça y est. Au bout de 21 jours, dès qu'il est contaminé, le chiffre il double chaque 21 jours. Maintenant, ça m'a contaminé, après 21 jours c'est 100, c'est 10, après c'est 20, ça monte en exponentiel. Et c'est ça que les gens ne sont pas conscients de ça. En Tunisie, pour mettre une commission technique pour confronter Ebola, je pense que sincèrement, c'est insuffisant. Il y a un monde entre le politique et les actions pour vraiment faire ce qu'il faut faire. Merci beaucoup. Merci, Atik Saha. Le suivant. 10 minutes. Ma policy brief, c'est la lutte contre le diabète type 2 en Tunisie. Donc vous savez que la santé est un droit fondamental de l'homme, comme l'a déclaré l'Organisation mondiale de la santé et l'a préservé la loi 38 de la nouvelle constitution tunisienne 2014. Une des maladies qui pose un problème de santé publique en Tunisie par ses multiples complications qui sont lourdes est le diabète. En Tunisie, les études en 2013 ont révélé que 11% des Tunisiens sont diabétiques, sans compter les diabétiques non diagnostiqués. Donc vous savez que le diabète est une maladie silencieuse. Et 10% des décès suite au diabète. Le diabète devient donc de plus en plus coûteux, surtout par les charges de ses complications. Donc il y a les complications, l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, rénales, l'amputation, la cécité, la fertilité. Le diabète constitue une charge sociale pour toutes les communautés. Donc en termes de coût, un diabétique coûterait 250 dinars par an à l'État. S'il y a des complications, et dans les cas extrêmes, cette somme pourrait s'élever à 24 274 dinars selon les statistiques de l'Institut national de nutrition et de technologie alimentaire. J'ai pris un échantillon
Donc à Zagon, malgré les programmes nationaux de lutte contre le diabète et l'hypertension, le nombre des diabétiques et des hypertendus a évolué d'une façon significative. En 2002, 4 967 malades et en 2010, 9 377 malades, sans compter les malades dont leurs suivis sont au privé. Donc ce sont des statistiques du Centre de soins de santé de base. Donc selon les statistiques de la Direction régionale de la santé de Zagon. Ce qui prouve la non-efficacité de ces anciens programmes qui n'ont pas pu atteindre leur objectif. D'où l'intérêt de faire une nouvelle stratégie efficace pour lutter contre cette maladie en agissant sur ses principales causes, la malnutrition et le manque d'activité physique ou la sédentarité. Donc, c'est le taux des diabétiques exprimé en pourcentage par rapport à la totalité de la population. Donc, vous savez que la Tunisie, c'est 11% des populations, la France, 2,4%, l'Algérie, 9%, le Maroc, 8%, et le monde, c'est 4%. Donc, vous voyez le chiffre, la Tunisie, au sommet. Résumé. Donc, l'instauration d'une politique nationale de lutte contre le diabète grave, c'est le diabète type 2 en Tunisie, est d'une nécessité primordiale pour améliorer et préserver l'état de santé de la population, surtout que la Tunisie est en pleine période de transition démographique, épidémiologique et nutritionnelle, en agissant sur l'un des déterminants majeurs qui est la nutrition, en sachant que le déséquilibre de la maladie freine la croissance économique et perpétue la pauvreté par le biais de deux facteurs. Les pertes directes de productivité liées au mauvais état physique et les pertes résultant de l'augmentation des coûts des soins de santé. Cette approche intervient dans un contexte global caractérisé par une réelle prise de conscience collective de l'importance de la nutrition de la population comme facteur et condition nécessaire au développement humain et communautaire, et contribuant ainsi à la lutte contre la pauvreté, la disparité et la discrimination. Recommandations. Donc, inciter la création des restaurants diététiques qui sont jusqu'à aujourd'hui absents en Tunisie. Instaurer un système de contrôle diététique à côté de contrôle hygiénique dans les restaurants des établissements publics et privés, surtout les cantines scolaires et les jardins d'enfants. Assurer le dépistage pour assurer une prise en charge précoce et faire le suivi. Créer des espaces pour les activités physiques pour les adultes et des parcours de marche dans les villes, surtout les villes côtières. Instaurer des séries éducatives régulières, télévisées et des dessins animés pour l'éducation des enfants. Intégrer la composante nutrition dans les programmes éducatifs et renforcer la formation de base et la formation continue des enseignants en matière de nutrition. Renforcer le contrôle de la publicité relative aux produits alimentaires en trouvant des solutions avec les sociétés pour diminuer le taux de sucre dans les produits alimentaires et diminuer les poids de certains aliments pour au moins diminuer les mauvais impacts. Bien sûr, évaluer les résultats à court terme pour garantir les résultats à long terme. Présentation, donc c'est un projet politique de lutte contre le diabète type 2. Pour atteindre ces objectifs, on doit faire participer tous les acteurs pour garantir la réussite et l'implantation de ce projet, ou au moins de minimiser les impacts négatifs. Il faut réviser les anciens programmes nationaux et analyser les défaillances. Il faut promouvoir les statistiques dans les établissements sanitaires pour faire l'évaluation, surtout que les consultations diététiques sont gratuites. Faire le suivi des patients pour garantir les résultats et faire l'évaluation. Et chaque plan d'action est suivi d'une évaluation pour garantir les résultats à long terme. Texte principal. Donc le diabète gras a été reconnu au plus haut niveau international comme étant une menace grave pour la santé et le développement économique, parce qu'elle est silencieuse et ses complications peuvent toucher tous les organes. La Tunisie est loin de l'objectif concernant la prise en charge du diabète type 2. Selon le dernier rapport de l'OMS, les 11% des Tunisiens sont diabétiques, sans compter bien toujours les non diagnostiqués, alors que cette maladie ne touche que 4% des personnes dans le monde et 2,7% en France. Donc il semble évident que le programme national de lutte contre le diabète, vieux de plus de 30 ans, ait échoué, puisque en 1976,
on ne comptait que 3,8% des diabétiques de la population, alors qu'en 1997, 9,9% et 2013, 1%. Pourquoi cet échec? La question se pose, pourquoi cet échec? C'est parce que les programmes ne donnent aucune importance aux règles hygiéno-diététiques. L'insuffisance de l'information de la population en matière de nutrition. La manque de sensibilisation quant aux bonnes pratiques alimentaires avec une surconsommation du pain, normalement les pains et les produits sucrés. Aucun intérêt pour la création d'espaces pour les activités physiques ciblées aux adultes. Aucune sensibilisation aux effets néfastes de la consommation des aliments sucrés dans les programmes scolaires, du côté aux collations sucrées. La mondialisation, bien sûr, l'absence de la participation des parties prenantes dans la formation du projet et la manque d'évaluation pour garantir les résultats. Les implications politiques. Donc les restaurants diététiques offrent aux gens, surtout les travailleurs, une sécurité nutritionnelle et par conséquent une protection. On peut encourager les restaurants de faire même des restaurants à double voie, donc diététiques et non diététiques. Même ils peuvent gagner plus d'argent parce que généralement les plats diététiques sont moins coûteux que les autres. Le contrôle diététique au sein des restaurants publics et privés à double objectif. Donc d'abord la sensibilisation des personnels de cuisine et de restaurant en tant que prestataires du service et en tant que citoyens. Et le contrôle qualitatif et quantitatif des plats servis. Et il faut savoir que le coût de la maladie est plus cher que la charge de contrôle. Un dépistage de diabète ne coûte plus que 1 dinar. Si la maladie existe, on la traite dès le début. Pour faire une deuxième prévention, c'est la prévention des complications. Et surtout faire le suivi pour garantir au maximum la prévention des handicaps liés au diabète. Faire des partenariats avec les sociétés civiles. Le sport est un élément primordial de la vie saine et la prévention de la maladie ou les complications. Donc chaque gouvernement normalement possède des espaces libres. Les séries de dessins animés sont très pertinentes et sensibilisantes, aussi bien pour les enfants que pour le reste de la population. Toutes les recommandations vont agir positivement à moyen terme et à long terme. Déjà en France, il y a des régions qui sont en plein programme de lutte contre le diabète et l'obésité actuellement. Donc ça finit en 2016. Et ce pays a déclaré son prochain projet qui est la nutrition activité physique. Donc vous voyez, donc, les projets, généralement, ce sont des projets de prévention à long terme. Le Maroc est actuellement aussi en plein projet de stratégie de la nutrition et normalement les résultats seront positifs. Le projet Maroc est fini en 2019. Donc tous les pays sont conscients de l'importance de la prévention primaire. Conclusion, donc le diabète type 2 est une maladie fréquente, grave, à coût élevé, mais de prévention possible, parce qu'elle est étroitement liée à l'obésité et à des facteurs environnementaux, et donc plus accessible à des mesures préventives. Et la Tunisie, qui suit les progrès et les développements en matière de la nutrition, peut limiter ou au moins diminuer la prévalence de cette anomalie et garantir un développement économique et lutter contre la pauvreté. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai. Oui, alors, moi d'abord, je voudrais vous donner un conseil. Quand tu fais des PowerPoint, ne dépasse jamais 5 lignes. Jamais. Parce que ça ne sert absolument à rien de mettre du texte dans un PowerPoint. Tu peux mettre du texte sur un texte, mais pour un PowerPoint, jamais tu ne dépasses 5 lignes. C'est très important pour la clarté donc, des idées après intitulé. Et c'est toujours de quand même matérialiser un peu les idées par des photos, des graphiques. C'est assez intéressant et ça marque un peu plus l'esprit. Alors, j'ai des remarques concernant la cohérence de votre présentation. On n'arrive pas à suivre. D'abord, il y a une discordance entre le titre et le contenu. Le titre et le contenu. Avant de présenter, il faut vérifier est-ce que vraiment ce que vous avez intitulé comme titre, est-ce que les Tahtoho Kali, j'ai l'impression que vous avez été peut-être pris de court par le temps et qu'il y a eu des décalages entre ça. Après, au niveau de la structure de la présentation, on n'arrive pas à vous suivre. Vous avez continué à développer et donc il n'y avait pas beaucoup de clarté.
C'est important, il y a beaucoup de la matière, il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup d'idées, il y a de très bonnes idées, mais il y a peu de cohérence dans la manière de les présenter. النقطة الثالثة أهم ضعف الأهم والمهم ما نعرفوش وما عملتش un effort pour justement construire quelque chose qui on a besoin de quelque chose de stratégique. انت تحب توصل un impact. انت اليوم par exemple عندك 9% توانسة diabétiques تحب تردهم 3%. C'est un impact sur des années. Alors entre des actions à faire, entre des produits, entre des impacts, on a l'impression que les choses ne sont pas très claires. Et donc il faut faire un effort pour présenter un programme stratégique, mais où il y a des structures stratégiques, où il y a une hiérarchisation stratégique. On ne sait pas quelle est la cohérence stratégique de tout ça. Sinon, il y a beaucoup de matières. Je sais que vous êtes spécialiste dans ce domaine. Il y a un effort à faire dans la forme, mais aussi un effort à faire aussi dans le fond pour construire une fluidité dans la présentation. Donc, je veux dire, البروجي البارحه اللي فاتت كنت مع اليونيفرسيتي والحاجه تعلمتها منكم اني ما عمري ما خدمت على الباوربوينت يعني ديجا اول مره نخدم عليه يعني هذا ديجا انا حاجات تعلمته من عندكم انتم ان شاء الله في المستقبل نحسن. يعطيك الصحه. Sianis. Pour commencer, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'ai personnellement vécu avec le diabète, pas personnellement, mais le diabète qui était juste à mes côtés depuis que j'étais né. Mon père est toujours vécu. Bon, pour les remarques, si Fatih et donc Mouma, je crois que donc Mouma, et je découvre des chiffres qui étaient méconnus. Et je crois que juste Haja Barka, tu as un système de sensibilisation et c'est très bien d'avoir parlé de ça. Et dans en gardant les remarques comme tu as Fatih, si ça serait bien si on essaie comment dire, d'insérer un impact via la transparence des chiffres par rapport au diabète et la recherche intégrale par rapport au cas de diabète phytose. Éventuellement, ça serait bien de penser à insérer ça dans le cadre les calcalines c'est pas tellement ديما ما نساوش كيفاش نقولوها produit effet et impact produit effet et impact. À propos statistique, juste باش نعطيك معلومه الOMS تقول في تونس 15% عامله حساب استيماسيون تاع لي نون دياغنوستيكي. انا ما حبيتش نعتمدهم هذوك خاطر تبقى استيماسيون مش صحيح. اعتمدت لي شيفر نتاع الانستيتيو دو نوتريسيون وديما نذكر راهم لي نون دياغنوستيكي ما نعرفوش لي شيفر نتاعهم. وعندنا مناقص الباز دي دوني والستاتستيك دي دوني déjà un problème معروف. Mais justement, entre parenthèses, juste pour revenir sur ce cas, les chiffres de l'OMS, les chiffres de l'OMS et les chiffres de la santé publique, moi, je suis les chiffres des diabétiques qui sont en prison, qui est une maladie qui a un taux assez élevé dans les prisons de France. شكرا. بارك الله فيك. يعطيك الصحة. Merci. Alors, Rania, tu as 10 minutes. J'espère être à l'heure. Dans le cadre des journées Yanni organisées par l'association TAS et en collaboration avec les British Council, je vais essayer de vous présenter l'intitulé d'une approche, ou plutôt un projet de politique publique intitulé « La biodiversité des céréales, garant pour la sécurité alimentaire ». En Tunisie, les pouvoirs publics sont engagés à assurer la sécurité alimentaire des citoyens. La politique économique d'ouverture considère la sécurité alimentaire comme l'équilibre de la balance commerciale des produits agricoles.
tenant en considération que le régime alimentaire des Tunisiens est basé essentiellement sur les céréales. La Tunisie doit minimiser les risques sur la sécurité alimentaire, en outre le risque sur la disponibilité et le risque sur la régularité des céréales. D'où une stratégie nationale pour la sécurité alimentaire a été mise en place au niveau de la production des céréales, au niveau de l'import des céréales et au niveau des stratégies culturelles. La production des céréales représente une activité économique et sociale stratégique et de premier plan en Tunisie. Les céréales occupent environ 1,2 million d'hectares, statistiques des années 2012. Le quart des terres agricoles et cette culture elle est caractérisée du fait qu'elle est permanente. La production elle est pluviale, uniquement 10% en irrigué. Les rendements céréaliers demeurent faibles et irréguliers. 16 quintals par hectare pour le blé dur en moyenne entre 2002 et 2012, 19 pour le blé tendre et 10 pour l'orge, ce qui se situe loin derrière la productivité des pays méditerranéens de l'Europe. Concernant l'import des céréales, la Tunisie n'est pas autosuffisante en produits céréaliers et importe presque 50% de ses besoins en blé. Les taux moyens de couverture pour le blé dur, l'orge et le blé tendre s'élèvent respectivement à 72%, 64% et 21%. La part des importations des céréales dans les implantations agricoles alimentaires est en moyenne égale à 11%. L'import des céréales se caractérise plutôt induit à un déficit budgétaire pour l'économie nationale. Les pressions budgétaires de la Caisse se sont en effet amplifiées à partir de l'année de crise 2008. De ce fait, les dépenses de la compensation en 2012 ont atteint 3 630 millions de dinars, correspondant à 5% du PIB, contre 3,7% en 2008 et 0,7% enregistrés en 2001. La part des céréales par rapport aux valeurs dépensées dans le secteur des produits agricoles est de 35%. Le besoin tunisien en céréales est étroitement dépendant principalement des cours internationaux des céréales et des stocks des produits. Ce schéma-là montre que les stocks mondiaux en céréales sont en déclinaison continue depuis les années 88. Aussi, le taux de kilogrammes de céréales par habitant par an reflète la capacité de l'État par rapport à la sécurité alimentaire qui, pour la Tunisie, est en baisse depuis les années 2003. Par rapport aux stratégies culturelles, en Tunisie, la prise en considération des impacts éventuels des événements climatiques extrêmes et des changements climatiques ont été engagés depuis les années 2005-2006. Sachant que des paramètres de réchauffement climatique ont été signalés depuis les années 61 presque. Il y a une augmentation de 0,6 en degrés Celsius. La biodiversité des ressources génétiques des céréales a été gérée par le savoir des agriculteurs et les systèmes de culture traditionnels jusqu'à cette date. L'intérêt majeur de ces richesses biologiques vient du fait qu'elles répondent à 90% des besoins des populations rurales dans le monde d'après des statistiques FAO. D'où des travaux de conservation ont été
démarré, nous avons pu répertorier en Tunisie 300 variétés de blé dur, 200 à peu près de variétés de blé tendre et 300 pour l'orge. Mais on peut remarquer que les stratégies culturelles du pays sont dégradantes par rapport aux ressources génétiques en céréales, non valorisantes, d'où une perte du potentiel adaptatif à l'écosystème. Ce tableau-là, il montre bien. Ce tableau-là, c'est des travaux de recherche dans des laboratoires des céréales à l'INAD. Ce tableau montre bien la perte du potentiel agricole en céréales. Nous avons pu répertorier 300 variétés, uniquement 16 et le faisceau lumineux. Bon, je sais avec la souris. 16 et 9 sont 16 uniquement sont mises en collection, 9 étaient perdues. Pour le blé dur, 2 variétés de blé tendre mises en collection, 20 variétés étaient perdues jusque-là. Sachant que nous avons répertorié une vingtaine à peu près, 200 variétés de blé tendre en Tunisie. Les variétés actuellement cultivées sont au nombre de 10 pour le blé tendre et pour le blé dur uniquement 18. D'où une perte du potentiel des variétés existantes ou bien autochtones en Tunisie. D'où j'ai pensé à la conception d'un nouveau modèle tunisien qui met en considération la biodiversité des céréales pour la sécurité alimentaire. Il faut sensibiliser les agriculteurs pour avantager la culture des variétés autochtones, faire un programme de formation adressé aux agriculteurs tunisiens, puis faire le suivi des progrès de réimplantation des variétés autochtones par des équipes de professionnels dans le secteur, subventionner le domaine de biotechnologie végétale au niveau de la recherche et au niveau du programme de l'agriculture nationale pour l'amélioration du rendement des variétés d'intérêt, faire face aux appropriations de nos ressources par la création de catalogues nationaux des variétés tunisiennes supportés par des tests législatifs. Je rappelle que toutes des collections entières tunisiennes, ils étaient implantés dans des pays étrangers. Faire face plutôt établir une démarche de développement durable financièrement de parcelles agricoles et de leur irrigation, faire le suivi pratique du programme dans le secteur de l'agriculture ainsi que dans le secteur de la protection de l'environnement et dans le secteur des finances. Je vous remercie. Je me suis basée sur une étude qui a été réalisée sur la Tunisie d'après le BAT et bien sûr je me suis appuyée sur d'autres documents. Merci beaucoup. C'est Sénil. Merci, mademoiselle. Bon, c'est une présentation très riche, bien documentée. Mais bon, j'ai un petit souci, c'est que nous ne sommes pas dans votre présentation, peut-être dans votre note conceptuelle, votre policier, on va le voir, mais notre diagnostic de départ parle beaucoup de notre dépendance alimentaire, le déficit de la balance des paiements, etc. On ne comprend pas dans quelle mesure la prise en compte de la biodiversité dans notre patrimoine agricole va combler un peu ce déficit. Le lien n'est pas, peut-être qu'il va falloir creuser. On ne voit pas comment, si tout se veut réhabiliter ces variétés, qui fait c'est va contribuer. Sachant qu'on part avec un handicap, c'est que les variétés qui sont utilisées ou importées, souvent elles sont beaucoup plus productives, beaucoup donc là, il y a
Dans vos recommandations, il va falloir vous trouver des arguments solides pour convaincre la personne pour qui vous avez fait cette policy brief, le plaidoyer pour une réhabilitation et une prise en compte de la biodiversité. Donc ça, c'est bon, ça, c'est ma principale question. Merci, Samir. Moi, je suis resté un peu sur ma faim concernant un sujet qu'on a discuté un peu ensemble, bien que je rejoins aussi ce qui a été dit par Samir, parce qu'une problématique sur laquelle que nous avons discuté tout au long de ces jours, c'était cette histoire de semences stériles. Et j'ai compris que c'était ça, quelque part, votre motivation et même votre peur vis-à-vis de notre biodiversité. Et là, je vois que vous avez complètement délaissé cette partie-là, et bien que c'est une partie qui aurait dû apparaître dans la partie de l'analyse de la situation actuelle. Et c'était le départ de ma réflexion. De ta réflexion. Là, tu l'as complètement abandonné, et je pense parce que tu étais trop, comment dirais-je, ta position a été trop modifiée par l'étude de la balle, peut-être. Donc, est-ce que tu peux, quelque part, revenir sur cette question de semences qui nous viennent de l'extérieur, qui sont stériles, bien que elles ont des rendements meilleurs? Je pense que ces semences ne sont pas nécessairement le mieux adaptées à notre situation. Non seulement ça, ça crée une dépendance plus que réelle. Et comment tu vois un peu cette dépendance qui, je pense, vis-à-vis de la nourriture, devient très très grave? Lorsque j'ai commencé la réflexion par rapport à tout le sujet, d'un point de vue technique, j'ai suivi un parcours de génétique. Donc l'élément l'élément de départ, c'était par rapport à la génétique, fondamentale. Et lorsque au cours de cette formation, on a appris qu'il faut argumenter. Et je n'ai pas d'argument dans ce sens-là. Et je n'ai pas trouvé des valeurs propres à la nature des semences commercialisées en Tunisie, ou bien attribuées, ou bien les parties firmes aux arcs-flèches. Mais on des données. Peut-être il y a des études en cours. Moi, je le sais parce que génétiquement, on l'a étudié tout au long. Mais sur le plan réel de l'agriculture tunisienne, je ne sais pas comment. Je n'ai pas trouvé des textes de loi ou bien tout ce que j'ai trouvé comme information qu'il y a l'État, il contribue à l'apport des semences, mais qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique ces semences-là? Alors là, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est des semences, le type de culture, il est monovariétal, basé sur quelques variétés élites par rapport à leur production. Je dis bien par rapport à leur production et non pas par rapport à leur adaptation à l'écosystème et au changement climatique, et qui ont un rendement inférieur. Donc, c'est le manque, franchement, c'est le manque d'informations et de statistiques là-dessus qui a fait que je change un peu, bien, mais je change. Pour l'instant, je ne vais pas l'aborder. Peut-être dans le futur, oui. Je dois me documenter beaucoup plus par rapport à ça, pour aborder un tel sujet, franchement. Fondamental, je le sais, mais sur le plan pratique en Tunisie, qu'est-ce que je parle de femme devoir, femme l'État y a acquis des semences, et je ne sais rien. Quelle est la caractéristique de ces semences? Appui. Et il y a récemment quelques secteurs privés ont entamé la production des semences en Tunisie. Et ils les commercialisent auprès des agriculteurs. Est-ce qu'ils sont en train de suivre un protocole éthique, législatif et environnemental et je ne sais pas. Je dois me documenter peut-être par rapport à ça. Et
faut faire Merci, l'enquête. merci beaucoup, Lana. Si vous voulez répondre par rapport au lien. C'est pas une question, c'est juste un peu, c'est un conseil. On a dit que le sentiment qu'on a suite à une présentation, qu'est-ce qu'on ressent? Que peut-être, entre le diagnostic qui est fait, c'est la balance commerciale, il fait un mouchkla, et le thème, les recommandations qui concernent un volet. Il faut les faire correspondre, comme un petit billet, il faut réajuster au Mais juste, j'essaie d'expliquer un tout petit peu. Le secteur des céréales en Tunisie, il est basé, avec un déchargeable de Chemadea, sur trois volets, bien 3 niveaux d'intervention pour garantir la sécurité alimentaire. Pas mal en produit, la Tunisie est un des démarches de production, et l'import pour compenser le déficit en production. Et nous avons des stratégies culturelles, c'est le savoir-faire agriculteur. Ce savoir-faire, avec toutes les contraintes économiques qui se produisent entre la production et l'import, il y a une stratégie culturelle et un savoir-faire culturel qui n'est pas bien orienté vers une démarche de développement durable qui garantit que et on est en train de subir des changements climatiques et nous sommes dans un écosystème plutôt international, complexe et variable. C'est que dans tous ces changements, on peut se retrouver avec nos moyens. Merci, Hélène. Je vous en prie. Tu as 3 minutes, tu as 10 minutes, c'est vrai. Tu as 10 minutes. L'agriculture apporte-t-elle tout le potentiel de sa contribution à la nation? Comme contexte général, le secteur agricole en Tunisie pénètre dans de nouveaux territoires. Qui dit nouveaux territoires, nouvelles structures de marché, nouveautés dans les goûts de consommateurs, des taux de pauvreté et de rendement qui sont variables d'une année à l'autre. Donc les décideurs se heurtent à des défis qui n'existent pas tout simplement il y a 10 ans, même il y a 20 ans. Donc la politique agricole en Tunisie a fait un long parcours depuis les années 80, du dirigisme de la période post-indépendance, en passant par l'accent mis sur le contrôle des dépenses durant les années 90, jusqu'à la préoccupation actuelle qu'est la compétitivité internationale. Donc il ne s'agit pas de produire seulement comme dans les années 90, mais actuellement on cherche à être compétitif à l'échelle internationale. Donc personne ne peut nier le poids de l'agriculture dans l'économie, dans notre économie. Donc parlons des chiffres et des statistiques. Donc l'agriculture s'est maintenue au rythme de la croissance économique globale. Elle a fourni un quart des nouveaux emplois en Tunisie dans les années 90, créant donc 2 fois plus d'emplois par unité de PIB que l'économie dans son ensemble. C'est une performance quant au secteur agricole dans notre économie nationale. Mais si l'on gratte très bien la surface, on remarque qu'il y a une panoplie ou beaucoup d'exemples qui montrent que la contribution potentielle du secteur de l'agriculture n'est pas aux attentes des décideurs. Donc la performance, comme elle s'affiche maintenant, elle n'est pas réellement atteint son objectif ou elle a son maximum
car la main-d'œuvre agricole, c'est vrai qu'elle a augmenté de 20%, mais elle a augmenté de 20% entre 1993 et 2002, mais il n'y a pas vraiment de hausse tendancielle dans sa productivité. La réussite de l'agriculture est obtenue moyennant des coûts pour le reste de la société. On parle de 180 millions de dinars dans la caisse de compensation. On parle de 0,8% de croissance perdue dans le PIB grâce à la distorsion des marchés. Donc, à part ça, il y a 2/5 de la croissance de l'agriculture représente une perte pour l'économie. Comment ça? C'est quand on remarque ou quand on s'aperçoit qu'il y a des produits qui coûtent moins cher à l'importation. L'exemple, c'est les bovins, le lait. C'est ça qui représente réellement la croissance de l'agriculture, une perte pour l'économie. Aussi, là où la Tunisie a le potentiel d'être compétitive dans les fruits et les légumes, ces résultats sont insuffisants. On a des parts d'exportation préférentielles avec l'Union européenne, elle a d'autres partenaires qui sont sous-utilisés. Le potentiel non réalisé, et j'ai choisi de mettre 2 filières représentatives qui sont l'agru et l'huile d'olive. Je voulais être plus spécifique في الشوا هذايا تاع l'agru ou l'huile d'olive. Donc, concernant l'agru, la production des agrus a stagné pendant plus d'une décennie et la demande interne croissante absorbe plus de 90% de la production agricole. Femme à demande, mais la production a stagné. À part ça, les exportations actuelles d'agrumes vers l'Union européenne se montent à 20 000 tonnes. 20 000 tonnes, c'est bien, mais on relativise ce chiffre à la part préférentielle terme. 20 000 tonnes, elle représente 50% du quota préférentiel. Donc, de surcroît, les agrumes ternes tunisiens sont de qualité moyenne. Les rendements sont faibles et les fruits sont trop petits pour avoir des bons prix. Il ne s'agit pas de produire, mais les valeurs dans l'exploitation terne, dans l'exportation terne, choyées par rapport à nos concurrents. Aussi, la négligence à la récolte abîme les fruits. Les fruits qui sont cueillis sur les arbres et ceux qui sont ramassés sur le sol sont souvent mélangés. Il a un impact néfaste à la qualité de l'exportation interne ou à les prix à l'export. Donc, qu'est-ce qui pourrait améliorer la qualité des agrumes tunisiens? Le gouvernement. Donc, notre cher gouvernement devrait se focaliser sur les biens publics, qui met la réglementation de la qualité, la recherche et la vulgarisation appliquée sur la manipulation des fruits après récolte, devrait réduire ces interventions qui créent des distorsions sur le marché. Les marges de détail devraient être établies par le marché plutôt que d'être régulées par l'État. Ceci encourageait les agriculteurs et les négociants à la recherche de la qualité. Les 2 points, je parle du rôle de l'État. Je favorise l'intervention de l'État dans un domaine bien précis, des biens publics ou les services d'appui. Le désengagement de l'État. Laisser le marché afficher ses règles et laisser la loi de l'offre et la demande
C'est ces quelques règles. De l'autre côté, la troisième facette, le partenariat public-privé, donc des interprofessions privatisées, devraient donner aux producteurs et aux négociants des informations sur les techniques et les prix du marché dont ils ont besoin pour fournir ce que demande le consommateur. Une minute. Pour l'huile d'olive, la Tunisie est le 4e producteur mondial d'huile d'olive, derrière l'Espagne. 70% mais les productions internes sont à l'export. Mais, femme l'huile d'olive, des gammes d'huile d'olive. À Mazga, la très haute qualité d'huile d'olive est alimentée vierge. Malheureusement, les exportations internes, 60% des exportations d'huile, fait une gamme, l'huile d'olive lampante, c'est la qualité la plus basse de l'huile d'olive. Donc, quantitativement, à l'échelle quantitative, on exporte bien, mais concernant la qualité, c'est une huile entre guillemets médiocre par rapport à nos autres concurrents, l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Donc, ce faible taux de qualité est le résultat de divers facteurs tels que méthode de récolte, stockage, transport inadéquat, le long cycle de récolte, l'équipement d'extraction périmé qui présente 42% de la capacité, donc environ 87% de l'huile d'olive tunisienne est encore commercialisée sans marque, sans label et en vrac. Kif, ce qui améliorait la qualité et la rentabilité de l'huile d'olive tunisienne, principalement qui marquait trois pistes, renforcement du rôle de l'État à travers les biens publics, la recherche appliquée, la vulgarisation et tout ça, le désengagement de l'État à travers la réduction des interventions qui créent les distorsions sur le marché et le partenariat public-privé. Donc le défi est de rester dans le jeu parce qu'il n'y a pas de place pour le second. Donc un plan d'action détaillé selon un ordre de priorité. Donc un effort d'accompagnement des investissements des industries de première et seconde transformation, surtout en matière de gestion de la qualité, en matière de développement des laboratoires d'entreprise et renforcement des laboratoires publics. Rouni remarque les laboratoires d'analyse. Oui. Le temps de faire des remarques, il faut finir. Formation, accompagnement du secteur privé en matière de classement des produits agricoles, traçabilité, cahier de charge dans ce sens, investissement public d'appui, qui m'a connecté l'infrastructure, les voies d'accès, les traitements des déchets. Donc, appui au lancement du programme pilote de traçabilité, analyse des risques sanitaires et environnementaux, ajustement en conséquence des réglementations et révision des organismes de contrôle et d'appui, coordination et renforcement de la capacité des organes de formation, qui m'a la BFA ou l'ESA, suppression complète et rapide des interdictions et autorisations diverses à l'exportation de produits agricoles, et ajustement progressif puis suppression des marges commerciales, réformer les organismes interprofessionnels. Merci pour votre attention. Merci Eliha. Alors on passe très vite aux questions. C'est Fathi. Je vous remercie donc de cette présentation. Je trouve dommage que vous avez passé beaucoup de temps à nous mettre dans le contexte et à laisser l'essentiel à la fin qui a été donc passé de manière assez rapide.
Je trouve que l'intitulé de votre présentation est assez vague. Donc, on n'arrive pas à nous dire de quoi vraiment il s'agit. L'agriculture, c'est un champ très très vaste, donc il fallait une formulation un peu plus centrée sur un problème, une problématique beaucoup plus précise. Vous avez passé beaucoup de temps dans le contexte, et après on y avait comme si une confusion entre le contexte et l'analyse des données, alors qu'il fallait juste un petit mot pour le mettre dans le contexte, et après rentrer dans l'analyse, et à un certain moment on sentait qu'il y a une confusion entre contexte et analyse. Quand vous avez analysé les politiques, avant d'en formuler d'autres et de faire des propositions, vous êtes arrêté au gouvernement. Il n'y avait pas les autres, donc parties prenantes, on ne voyait pas vraiment une analyse des autres parties prenantes, et ça paraît un peu très limité dans cette analyse. Là aussi, j'ai l'impression que vous avez voulu mettre beaucoup de choses, mais quand on met beaucoup de choses, on risque aussi de perdre les idées et la clarté dans le s'il fallait toujours, il faut faire des sélections, il faut faire des choix, il faut faire court, il faut frapper les esprits, créer de la cohérence, mais mettre trop d'informations, ça c'est pour vous. Après, il va falloir donc limiter, réduire, extraire, arranger, ordonner et frapper les esprits. Sinon, donc, j'apprécie cet effort qui mérite d'être donc revu et amélioré un peu dans ce sens. C'est Alice. Bon, tout en capitalisant sur ce que dit Fatri, il a fait les remarques que j'avais dénichées. Juste, plutôt une recommandation pour essayer déjà, par rapport au sujet, de vous focaliser plus, si j'ai bien compris, sur le commerce international, au niveau du renforcement du commerce international, si j'ai bien compris. Ça, c'est le gros topic. Et éventuellement, peut-être essayer de vous focaliser sur l'un des trucs, soit l'huile d'olive, soit les déjà, vous serez plus focus et vous n'aurez pas à traiter entre différents chiffres. Et bon, pour l'huile d'olive et pour les fruits, justement, il y a des données internationaux qui sont justement des traités de partenariat avec l'Union européenne, et pour lesquels, pendant un moment, on a payé des droits de l'homme pour justement la politique de l'État a payé des droits de l'homme pour accepter à n'exporter que la mauvaise qualité, justement. C'est toute une politique publique qui a fait ça, justement. C'était un choix au détriment des droits de l'homme et au détriment de la responsabilité de l'État par rapport aux droits de l'homme, et qu'on ne lui pose pas des questions par rapport aux droits de l'homme. On leur a dit, bon, vous faites l'exportation de la mauvaise qualité d'huile d'olive que vous avez, puisque vous êtes les meilleurs à faire l'huile d'olive vierge, justement. Et en contrepartie, nous, on se tue, et on se fait tuer, d'ailleurs, toute une population. Vous voyez, donc, essayez de prendre en considération cet élément et voir dans le diagnostic que vous allez faire ou dans votre note, d'intégrer cet élément et les causes sous-jacentes, on va dire, et les causes profondes du choix de cette politique. Tout simplement. Merci. Donc, mon policy brief est intitulé Rationalisation des dépenses en santé.
Donc on n'arrête pas la technologie, on n'arrête pas, enfin la science progresse, tous les jours il y a de nouveaux médicaments, de nouvelles thérapeutiques qui arrivent sur le marché. Quel est l'impact de ces nouveaux médicaments, de ces thérapeutiques qui sont chères sur les dépenses en santé dans le monde, et plus particulièrement en Tunisie? Quel est l'impact de ces stratégies sur la qualité des soins et sur l'équité de l'accès aux soins chez les citoyens tunisiens? Donc un graphique qui montre l'évolution des dépenses de santé dans le monde, en pourcentage par rapport au PIB. Bon, là, il y a des choses qui ne sont pas apparues, mais juste au milieu, c'est l'Angleterre et les États-Unis. Les États-Unis sont ceux qui ont le pourcentage le plus élevé de dépenses de santé par rapport au PIB. Juste à côté à droite, c'est l'Angleterre. Donc, ça nous amène à se poser la question, est-ce qu'on est moins bien soigné en Angleterre qu'aux États-Unis? Je suis désolée, en fait, sur l'adaptation sur l'ordinateur, apparemment les noms et les chiffres ne sont pas apparus. En Tunisie, le pourcentage des dépenses de santé par rapport aux dépenses publiques, on voit très bien que le taux est très élevé en Tunisie. La Tunisie, le pourcentage est de 11%, selon un rapport de l'OMS de 2010, ce qui place la Tunisie dans les 4 premiers pays qui dépensent le plus pour la santé. Parallèlement à l'augmentation de ces dépenses, donc, on voit donc une progression à un taux de 13% entre 2007 et 2011 selon les données du ministère de la Santé. La contribution du gouvernement est en train de diminuer, par contre la part des ménages est en train d'augmenter. Les coûts sont en train d'augmenter, mais la qualité elle stagne. L'assurance maladie perd de l'argent. Il y a un chiffre qui nous interpelle, c'est 41% la part de ménages dans la couverture des dépenses de santé en Tunisie. Quand on a un chiffre qui est aussi grand, ça montre qu'il y a une défaillance dans le système, c'est que le système ne permet pas de couvrir dans toutes les dépenses de santé, et c'est ce qui fait que la part des ménages est très très importante. D'où, certainement, il n'y aura pas un accès équitable de tous les citoyens aux médicaments essentiels, tel que c'est stipulé dans les articles 28 et 38 de la Constitution. Ce qui revient à dire, si on a les moyens, on a le droit à des soins qui sont de qualité. Si on n'a pas les moyens, donc on n'a pas forcément droit à des soins qui sont de qualité, voire même l'accès aux médicaments essentiels n'est pas évident pour tous les citoyens. Donc, toujours des chiffres qui ne sont pas apparus. À droite, il y a la part des ménages qui est très très importante, toujours donc, dans le même sens. Voilà un rapport de l'OMS de 2010 qui montre share out of pocket expenditure. Donc la part de la Tunisie est de 50%, la part des ménages en Tunisie est de 50%. Comment maîtriser ce système et donc éventuellement lutter contre les abus? Dans plusieurs autres pays, ils se sont posé la question et ils ont eu recours pour la régulation de ce système à des agences indépendantes de Health Technology Assessment. La pionnière dans ce domaine, c'est l'Angleterre, donc le NICE. C'est ce qui explique d'ailleurs une bonne régulation du système et un pourcentage qui n'est pas important des dépenses de santé par rapport au PIB. Le NICE détient donc une place clé au niveau du système de santé en Angleterre. Qu'est-ce que le Health Technology Assessment? C'est un outil pour une evidence-based decision. Les agences HTA émettent des avis à destination des professionnels et des autorités de santé. Elles s'adressent à des produits qui sont à un impact budgétaire très très important et elles permettent essentiellement d'évaluer le remboursement des médicaments et des dispositifs médicaux par les assurances maladie. On voit très bien donc sur ce graphique que l'Angleterre, le poids des dépenses de santé en Angleterre par rapport au PIB n'est pas très très important, 9,42 en 2011 contre 17,68 pour les dépenses de santé par rapport au PIB aux États-Unis. Donc l'écart est très très important, ce qui montre donc l'impact de ce système de régulation sur les dépenses de santé.
Donc en fait, en quoi consiste une évaluation médico-économique? Un peu pour vous afficher donc, ce que c'est une évaluation médico-économique. Je reviens sur un exemple. C'est une étude de coût qui montre l'évolution du coût d'une cure de chimiothérapie dans le cancer bronchique dans la petite cellule entre 98 et 2008 en euros. Donc avec l'évolution de traitement, on est passé de 114 euros en 98 à 4776 euros, ce qui est 40 fois pratiquement le prix en 10 ans. Donc ce graphique, malheureusement, il y en a beaucoup, mais il n'est pas exhaustif, c'est-à-dire il ne prend en compte que les paramètres de coût, il n'intègre pas des critères tels que l'amélioration de la qualité de vie, la survie sans progression donc, du cancer, il n'intègre pas l'impact du traitement sur l'hospitalisation, éventuellement en hôpital de jour ou en ambulatoire, c'est-à-dire donc les évaluations cliniques, généralement, c'est des évaluations pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché. Un médicament, donc il a une évaluation qui se base sur des critères cliniques, mais pas sur des critères économiques. Il y a donc des évaluations de coûts qui sont faites parallèlement, mais malheureusement, donc, il y a une séparation qui est presque étanche entre ces deux camps. Les évaluations médico-économiques, donc c'est un temps entre les données financières et cliniques. Donc ça revient à déterminer l'apport d'un produit de santé sur le marché par rapport à une alternative thérapeutique de référence. Donc le Health Technology Assessment permet d'intégrer des critères médico-économiques dans l'évaluation des produits de santé, donc ce qui va engendrer des gains en termes de santé et en termes de dépenses. L'utilisation de ces économies permet de générer un meilleur accès de la population aux médicaments essentiels et permet donc de renforcer l'accès équitable de tous les citoyens aux soins. Et en gros, ça permet d'améliorer l'efficience du système. C'est-à-dire, quand on a une nouvelle thérapeutique, est-ce que les évaluations qui sont en train de se passer pour intégrer ces nouveaux traitements au niveau des listes des produits qui sont remboursés par l'assurance maladie, est-ce qu'elles sont efficientes? Eh bien non. Donc il nous faut un système qui permet de nous montrer quel est l'intérêt d'un nouveau médicament, d'un point de vue efficacité et d'un point de vue de coût, pour qu'il soit intégré dans une liste de remboursement par le CNAM. C'est-à-dire en peut pas rembourser d'une manière illimitée tous les produits qui rentrent sur le marché. Et quand on rembourse d'une manière anarchique tous les produits, forcément il y aura des trous dans les caisses de l'assurance maladie et on ne pourra pas donc avoir les médicaments essentiels pour les médicaments. Un citoyen défavorisé qui a besoin d'un médicament qui est cher ne peut pas l'avoir puisque le système ne permet pas une équité de soins. Donc, ce type d'évaluation permet d'étudier l'impact budgétaire d'un produit de santé avant sa mise en œuvre. Il régule essentiellement le remboursement des produits par la CNAM. Autres partenaires peuvent être impliqués pour le ministère de la Santé, les professionnels de santé et les citoyens. C'est une politique de rationalisation, l'ordre de rationnement, et on revient bien sûr sur l'impact très très important de cette régulation dans d'autres pays, tels que l'Angleterre, 9,42 contre 17,68 aux États-Unis. Donc je reviens sur la citation de Goethe, Knowing is not enough, we must apply, winning is not enough, we must act. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur Moulin. C'est ça. Merci vous-même pour cette présentation de qualité où on trouve un certain nombre de choses importantes, se focus sur l'équité que j'apprécie, qui dans le domaine de la santé en Tunisie devrait être une variable importante. Bon, peut-être il faut faire des remarques. Donc, deux petites remarques. Une concernant les tableaux et graphes. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, durant ces 4 jours, de travailler sur ces aspects-là, mais une bonne boîte conceptuelle, une policy analyse qui se respecte, on doit répondre à un certain nombre de normes en termes. Vous avez tous fait des études, des recherches, des thèses, donc un tableau qui n'est pas daté, s'il n'y a pas la source, s'il n'y a pas on a abscissade, on a vu dans la journée. Il y a un problème de configuration. Ma remarque concerne ça, on voit un tableau, on n'arrive pas à le lire, et bon, si on ne sait pas lire si c'est quoi, on abscisse, qu'est-ce qu'il y a à un moment donné, donc c'est pas donc juste un peu un effort à faire dans ce tableau.
Bon, il y a l'argumentaire, on sent que c'est bien. Mais peut-être qu'un décideur il a qui lui marque l'esprit. C'est bien que ce que vous avez fait, le cas de l'Angleterre et des États-Unis, qui en adoptant un peu ce système ont permis de dégager de l'espace fiscal. Ça, c'est un peu quelque chose que les décideurs aiment bien. Quand vous faites une réforme, bon, il y a tous ces aspects-là, mais en même temps, elle vous donne budgétairement, vous allez gagner de l'argent que vous pouvez réallouer dans tel ou tel autre domaine de votre secteur pour renforcer les régions, pour renforcer certains secteurs. Mais bon, globalement, je pense que ça nous donne envie de lire encore plus la concept note avec intérêt. Merci. Est-ce que je peux voir le titre de la présentation? Merci. Alors, j'ai bien apprécié le sujet, sachant que aussi tu as fait ton master sur ce genre de problématiques et tu nous as dit aussi qu'au niveau du ministère, il y a même une agence et au sein de cette agence, il y a un bureau ou une direction qui est en train de se former pour effectivement appréhender ce genre de problème. Et je vais revenir à la même discussion qu'on a eue hier. Ce qui me fait peur dans ce genre d'approche soi-disant rationnelle, mais qui se base strictement sur les coûts, il y a un danger. Bien que les coûts sont importants, mais l'argent c'est un moyen, ce n'est pas la finalité. La finalité c'est l'homme, avec un grand H. Et par conséquent, il y a une possibilité de dérive très grave dans ce genre de situation, et surtout un problème d'équité, et par conséquent de droit de l'homme. Parce que si jamais on essaie de mettre sur pied ce genre de projet, et qu'on décide que le CNAM ne paye pas certains médicaments parce qu'ils sont chers, alors qu'ils sont le seul médicament pour sauver la vie d'un être humain qui ne peut pas payer, ça c'est un problème éthique grave, et par conséquent, si on ne préconise pas quelque part dans cette démarche un moyen pour que la communauté puisse payer pour ce pauvre, moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça, même si les gains sont colossaux. Non, je vais vous répondre. Alors, la réponse sur ce point-là, bien que je m'attendais que vous alliez l'introduire. Peut-être que je ne l'ai pas bien développé, mais déjà les études médico-économiques, s'il n'y a pas une alternative thérapeutique qui existe déjà sur le marché, c'est pas possible de faire ce genre d'études. C'est-à-dire, ta femme a un médicament mangé sur le marché qui marche, il y a une indication, ça marche très bien, et là, il y a un nouveau médicament qui arrive sur le marché qui mérite les cures de chimiothérapie. Donc, il est que ce médicament-là, finalement, il me coûtera plus cher, mais il ne m'apportera rien en matière d'efficacité. C'est là où je montre qu'il y a un manière à lui faire. Mais aucunement, ça ne peut pas, ce genre de raisonnement. Ça va permettre à des gens qui sont défavorisés, une autre alternative thérapeutique, mais quand il y a un médicament qui existe déjà sur le marché, qui marche très bien, un autre médicament qui coûte 10 fois plus cher. C'est un peu dans cet esprit-là. Oui, mais toujours est-il, nous, même en présence de législation et de loi, on a toujours une lecture qui peut des fois être biaisée et on peut même ignorer des lois des fois. Par conséquent, dans la démarche, il faut être explicite par rapport à ce point-là. Il faut être vraiment explicite. D'accord ? Et dire que, parce qu'on peut toujours avoir ce médicament qui est trop cher et un médicament qui peut plus ou moins faire la même chose mais à moindre coût, mais qui va décider de la pertinence de la chose et qui va décider si vraiment le médicament moins cher va pouvoir résoudre le problème ou non. Parce que je pense qu'il y aurait toujours des cas plus ou moins spéciaux où le malade est pauvre, le générique ne fonctionne pas et il faut vraiment lui administrer le médicament cher.
Qui va décider de ça? Ouais, juste ce genre d'études, quand ils sont en train de se faire dans le monde, les groupes sont multidisciplinaires. Il n'y a pas d'économiste pur et dur. Généralement, peut-être un clinicien, un spécialiste dans la matière, un pharmacien, un économiste, un statisticien. Il y a tous les profils, au contraire, justement, pour sortir quelque chose qui regarde la chose dans toutes ses dimensions. C'est pas quelque chose qui est basé sur les coûts, on garde dans notre système. Ça coûte moins cher, on s'en fout qu'il soit plus efficace ou pas. Mais au contraire, c'est quelque chose qui va prendre en compte tous les aspects du domaine. Pour revenir à ma remarque, je ne vois pas ce point-là. Écrit noir sur blanc. Écrit noir sur blanc, parce que on peut toujours interpréter la chose autrement. Si vous allez légiférer dans ce sens-là, par exemple, et que vous le dites et vous pensez que c'est tout à fait normal, et moi je suis un mauvais directeur le jour J à la CNAM, je vais dire la loi dit ça. Je m'en fous. Je m'en fous que ce malade crève ou pas, moi j'applique la loi. Parce que c'est pour le bien commun. Merci beaucoup.